Bonjour, je suis Étienne Richard, kinésithérapeute. Je vous propose aujourd'hui de regarder en replay l'intervention que j'ai faite lors des journées médico-chirurgicales de Strasbourg qui a eu lieu en octobre 2021. Donc, je suis kinésithérapeute spécialisé dans la rééducation de l'épaule, membre de la Société française de rééducation de l'épaule. Je vais aborder ici la rééducation après chirurgie pour instabilité antérieure de l'épaule et je ne traiterai que de l'opération de Bancart sous arthroscopie et de l'Atargée. Je n'aurai pas le temps de rentrer en détail dans toute la rééducation, mais je vais vous donner les grandes lignes et points d'attention. Ce protocole n'est pas quelque chose d'immuable tant qu'on respecte les grands principes. Alors, voici comment va s'organiser le topo. Tout d'abord, on va regarder les prérequis avant de prendre en charge un patient, puis on va faire quelques mots sur la kiné préopératoire, puis sur la rééducation post-opératoire en 3 phases, puis la question du retour au sport. Enfin, j'aborderai la gestion de la rééducation et les difficultés rencontrées. Alors tout d'abord, avant de prendre en charge un patient, il va falloir connaître la procédure chirurgicale, il faut avoir le compte rendu. Il faut connaître les structures anatomiques touchées par la chirurgie et en comprendre les implications sur la rééducation. Il ne faut pas oublier que les délais théoriques de cicatrisation sont également fonction des comorbidités du patient. Enfin, nous sommes dépendants de l'ordonnance et si nous ne comprenons pas certaines interdictions au regard de l'intervention, n'hésitons pas à envoyer un mail ou appeler le chirurgien. Restons cohérents entre kiné et médecin face au patient. On va maintenant voir les différents points d'attention pour les 2 opérations. Ici, dans le Bancart de l'arthroscopie. Bon, il faut retenir qu'il s'agit d'une suture du labrum et d'une rétention capsulaire. On estime les délais de cicatrisation de ces structures à 12 semaines et qu'elles sont vraiment bien solides entre 40 et 50 semaines. Globalement, les mouvements en élévation, en rotation externe et encore plus en abduction-rotation externe sont responsables de mise en tension sur les sutures. Concernant le port de l'attelle, il n'y a pas de consensus. La durée moyenne est d'environ 5 semaines, au cours de laquelle le patient doit effectuer ses automobilisations, dans le respect des amplitudes autorisées que l'on va voir tout de suite. Voici donc là un petit tableau un petit peu barbare, vous pourrez mettre sur pause si vous voulez regarder ce tableau plus en détail, mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que dès le départ de la rééducation, on peut sans trop de problème s'autoriser une RE1 passive à 20 degrés, une élévation passive à 90 degrés, voilà. Et il faut attendre environ 12 semaines pour autoriser le patient à bouger librement. Concernant l'opération de l'Atargée, globalement, le point important est le transplant coracoïdien, avec le tendon conjoint en avant de la glène et l'incision horizontale dans le subscapulaire. L'incision horizontale du subscapulaire ne perturbe pas la rééducation, le tendon n'est pas touché, le muscle n'est pas fragilisé. Le transplant coracoïdien, lui, est solide entre 3 et 6 mois, mais il est suffisamment solide dès le départ pour ne pas entraver les mobilisations dans le respect de la douleur. On restera progressif sur la récupération de la rotation externe coude au corps dans les 6 premières semaines, ainsi qu'en abduction-rotation externe, mais en gardant à l'esprit que ce n'est pas à proprement parler fragile, mais plutôt pour ne pas engendrer trop de douleur. Le port de l'attelle, lui, est à visée antalgique, et souvent, le patient peut l'enlever au bout de quelques jours. Au niveau de la kiné préopératoire. Alors, ici, moi je trouve que c'est intéressant, toujours, de voir les patients en préopératoire, même quelqu'un qui va plutôt bien. Au besoin, on pourra travailler la récupération des amplitudes. On pourra refaire du travail musculaire. On pourra traiter des douleurs associées. Par exemple, dans les chirurgies de l'épaule, on sait que la présence de cervicalgie en préopératoire est prédicteur de plus de douleurs en post-opératoire. Cette période est aussi une phase de pédagogie, où on va réexpliquer au patient son opération, les délais de récupération. On va aborder avec lui l'utilisation de l'attelle en post-opératoire, et on peut commencer à éduquer le patient à ses automobilisations futures. Il les répétera au moins 5 fois par jour pendant quelques jours. Les automobilisations peuvent être désagréables. 2 sur 10 max le VA, mais ne doivent surtout jamais augmenter les douleurs après. Il faut être progressif dans la mise en route des automobilisations pour contrôler la douleur après. Enfin, il est intéressant d'éduquer le patient à la douleur post-opératoire, qui est quelque chose de normal. Il aura à sa disposition des antalgiques. Et réaliser la kiné préopératoire semble pouvoir diminuer la prise antalgique post-opératoire. Il est également important de bien cerner son patient, que ses objectifs et délais de récupération soient réalistes avec l'opération dont il va bénéficier. Un patient informé est un patient rassuré, et une relation de confiance commence à se construire ici. On va rentrer maintenant dans la phase post-opératoire. La date de début de la rééducation chez le kiné et des automobilisations à domicile va dépendre de la décision du chirurgien. En théorie, nous pouvons commencer dès J1. Le principal objectif est de retrouver les mobilités passives en respectant une progression et en ne dépassant pas les limites d'amplitude abordées précédemment. Pour le Bancart, c'est facile, on a le tableau. Pour le Latargée, l'idée c'est de ne pas vouloir aller trop vite. Cette phase est essentiellement passive, afin de respecter les structures en voie de cicatrisation et surtout pour ne pas entretenir les douleurs.
Comme il n'y a aucune structure musculaire suturée, on ne devrait pas s'interdire de travailler le muscle. Mais cela serait peut-être au risque de réveiller des douleurs, de dépasser les amplitudes autorisées, et pourrait perturber le patient dans le fait de devoir respecter une période de récupération douce et progressive. De plus, le patient ayant souvent le droit d'ôter son attelle, pour débuter, il travaille déjà activement au quotidien. Alors, pour le bancart, on va bien reprendre le temps de le sensibiliser le patient au port de l'attelle entre les séances de rééducation et d'autorééducation. Pour améliorer les mobilités passives, on va surtout enseigner des automobilisations passives, qui me semble être la clé de la récupération des amplitudes. Ici, par exemple, une automobilisation en élévation. Voilà, le patient se recule, il fait un point fixe avec ses mains et il s'articule autour de la gléno-humérale. Alors, au début, on n'ira pas aussi loin facilement, mais voilà, dans l'idée, c'est ça. On va également faire des mobilisations manuelles douces, gléno-humérales et scapulo-thoraciques. Mais il faut bien retenir qu'un patient gagnera bien plus à effectuer ces automobilisations à domicile plusieurs fois par jour que 20 minutes, 3 fois par semaine chez le kiné. Enfin, le patient doit rester actif sur tout le reste. Le membre supérieur opposé, son tronc, ses muscles cervico-dorsaux scapulaires, ses membres inférieurs. Il n'est opéré que de l'épaule et doit se maintenir en bonne forme pour faciliter son retour à un bon niveau fonctionnel. On arrive maintenant à J45, dans la deuxième phase. Ici, l'objectif, c'est d'obtenir une épaule fonctionnelle et indolore. Pour les bancartes, on va intensifier la récupération d'amplitude en rajoutant au besoin quelques mobilisations passives à petits bras de levier plus appuyés, mais ne chercherons pas à dépasser les limites autorisées. Pour les latargés, on fera de même. Le patient peut forcer au besoin un peu plus ses automobilisations. EVA à 3-4 sur 10, pas de douleur après. Pour les deux opérations, durant cette phase, on va commencer le travail actif avec des résistances progressivement plus fortes. Les muscles ciblés seront principalement ceux de la coiffe, le deltoïde au-delà de 90 degrés d'élévation et les muscles scapulaires. Nous pourrons travailler en chaîne ouverte, mais également en chaîne fermée. En progression, nous augmenterons le nombre de répétitions, les séries, les temps de tenue et évoluerons vers des exercices de plus en plus dynamiques. Ici, par exemple, je vous montre un petit exercice à 4 pattes. Alors voilà, au début, on peut faire tout simple, juste passer d'une main sur l'autre. Puis après, on pourrait prendre un poids. Alors là, je suis en RE2, mais on pourrait commencer plutôt après, le long du corps, comme je le montrerai juste après. Voilà, peut-être commencer là, même avec moins lourd. Voilà, puis progressivement, on peut passer en RE2. Puis progressivement, je pourrais aller chercher un petit peu en adduction croisée horizontale comme ceci. Voilà. Puis enfin, je pourrais aller chercher sur les profils, tout simplement. Ici, on a également des vidéos avec des diagonales. Voilà, tranquillement, je vais aller chercher en bas à gauche, je pourrais faire en haut à gauche, en bas à droite, en haut à droite. Bref, je travaille des diagonales avec un petit peu de transfert de poids du corps sur la jambe, travailler un mouvement qui est un petit peu global. Pendant cette phase, il est important que le patient se réapproprie sa disponibilité articulaire au cours de ses activités quotidiennes et exercices de rééducation. Il est important de continuer à bien stimuler son patient pour qu'il effectue son auto-rééducation. À partir de J90, on arrive dans la phase de rééducation musculaire. Si tout le monde a bien travaillé, le patient a toutes ses amplitudes, peu ou pas de douleur. On va maintenant chercher à récupérer une épaule fonctionnelle pour le sport et les travaux de force. Si malgré tout, le patient présente quelques limitations articulaires, il va convenir de poursuivre leur récupération. On doit récupérer toutes les mobilités, nous pourrons utiliser des exercices passifs ou actifs. Ici, par exemple, je vous montre comment éventuellement gagner en RE2 de manière active. Voilà, 4 pattes, avec une haltère où on cherche un petit peu ce mouvement. On pourrait le faire sur un ballon aussi, à la limite, pour travailler le gainage du corps, du tronc, rendre le travail un petit peu plus difficile. Il devient simple de le faire progresser musculairement. On va pouvoir commencer à augmenter le renfort musculaire. À partir de cette phase, bancarte et butée sont traités de la même manière. Le renfort musculaire s'intéressera aux muscles de la seconde phase. Puis on passera sur un renforcement plus global, en incluant le tronc, les membres inférieurs et les chaînes cinétiques. Toutes les modalités de renforcement musculaire doivent être mises en œuvre. Ça a véritablement parlé une phase de réathlétisation. Mais le tennisman de 50 ans, le jeune volleyeur, le nageur, le patient sédentaire ou le rugbyman de 20 ans peuvent avoir des besoins différents qu'il convient d'analyser afin de proposer des exercices plus ciblés et parfois plus intenses. Il va falloir que le patient ait de la force, de l'endurance, de l'explosivité, mais également du contrôle dans toutes ses amplitudes et fins d'amplitude. Ici, par exemple, une vidéo au niveau du travail de l'armée, voilà, où je vais chercher un petit peu la fin de RE2 activement, puis progressivement je vais y aller un petit peu plus vite. Je vais mettre un petit peu le transfert du poids du corps sur les jambes.
Voilà, je recrute bien les muscles scapulaires. Puis je pourrais faire exactement pareil au niveau du lancer. Voilà, avec un petit contrôle musculaire excentrique, ajouter de la vitesse, de la chaîne cinétique, voilà, rendre ce travail un petit peu plus physique. Ici, par exemple, en RE2, petit travail de contrôle de l'articulation dans une position qui est quand même souvent un petit peu désagréable pour les patients, avec une balle lestée par exemple. On va devoir pousser notre patient à travailler, le pousser à être autonome. Pour le retour au sport. Alors, concernant ce retour au sport, les avis divergent et dépendent également du type de sport. Certains parlent de 3 mois, quand d'autres vont dire 9 mois. A priori, il y a une absence de consensus sur la question. Il semble que plus on attend, plus le sportif réussit à reprendre au même niveau qu'avant la blessure. Reprendre des sports sans contact, sans risque de chute à 3 mois paraît envisageable, et les délais seront rallongés pour les sports à risque de chute, de contact et de collision. Mais il doit y avoir validation de plusieurs points indispensables. Le patient doit avoir une épaule souple, quasi indolore lors des exercices difficiles. Les exercices auront été poussés fort. Le sport est exigeant pour nos patients et nous devons l'être avec eux dans les exercices. Le patient ne doit pas ressentir d'appréhension. Il doit présenter une force globalement symétrique et il doit avoir envie de reprendre et être prêt à reprendre. D'où l'importance de le pousser à rester actif tout au long de la rééducation. À la reprise du sport, il devra respecter une progression de la remise en charge à l'entraînement avant de pouvoir aborder les compétitions. Des tests fonctionnels existent pour évaluer les épaules. Il n'y a pas non plus de consensus sur ce qui est le plus utile ou pas, mais qui peut le plus peut le moins, et si le patient réussit plusieurs tests fonctionnels sans difficulté, on peut estimer qu'il devrait être prêt au retour au sport, si les autres conditions sont réunies. Ici, je vous montre le test de l'ULRT, voilà, où on va venir taper une cible pendant 15 secondes le plus grand nombre de fois possible. Ici, le UKYBT, où je vais aller chercher le plus loin possible. Donc la main là qui est testée, c'est celle qui est au sol, comme dans le test précédent d'ailleurs. Ici, le CKCUST, je viens taper le plus grand nombre de fois, mes mains placées sur des repères, pendant 15 secondes. Voilà. Ces tests sont également d'excellents exercices de rééducation. Il y a également des autoquestionnaires qui permettent de connaître l'appréhension mentale du patient, tels que le Tampa Scale Kinesiofuda ou alors le CIRCI. Tous les deux sont disponibles en français. Au niveau de la gestion de la rééducation, quel est le bon rythme auquel suivre nos patients? Alors, on a sans doute peut-être tendance à trop accompagner nos patients. Peut-être serait-il utile de les voir moins et de les pousser plus à domicile. Nous n'avons pas besoin de gros matériel pour travailler une épaule, des élastiques, quelques poids. Par contre, on a besoin de patients motivés, et c'est à nous de faire preuve de pédagogie et de psychologie pour les amener à pousser leur auto-rééducation et à revenir à leur meilleur niveau. Au niveau du rythme, je dirais qu'on pourrait les voir entre 1 à 3 fois par semaine en phase initiale, puis 1 fois par semaine de tous les 15 jours dans la phase de réathlétisation. Il faudra leur laisser le temps de pousser leur rééducation musculaire et de progresser entre nos séances. Dans tous les cas, on se fixe la règle de la non-douleur après la rééducation, et il faut retenir que la douleur modérée pendant l'exercice n'est pas interdite si celle-ci s'estompe après l'effort. Quelques difficultés fréquemment rencontrées en rééducation. Dans le cadre de douleurs persistantes, il est utile de bien se rappeler de progresser tranquillement, de s'adapter à notre patient. On pourra également veiller à le rassurer sur la douleur, à lui expliquer les mécanismes en cause et à dédramatiser. En phase initiale, si les exercices d'automobilisation augmentent les douleurs après, il faudra en diminuer l'intensité ou la fréquence. Dans la seconde phase, si le patient récupère de bonnes amplitudes mais garde des douleurs, il faudra veiller à ce que les exercices n'entretiennent pas les douleurs, quitte à faire une pause thérapeutique de 1 à 3 semaines. Si on a du mal à gagner en amplitude, il est bon de se rappeler que déjà ça peut prendre plus que 12 semaines, ça c'est clair, et que les bancardes sont globalement plus raides que les attargées. Il faut veiller à bien impliquer son patient dans le processus d'auto-rééducation. Il va devoir le répéter très régulièrement, à la limite le plus possible. Les automobilisations peuvent être sensibles, le patient doit être prêt à forcer modérément dessus. Le travail peut être passif, au niveau de ces automobilisations, mais également actif, avec un travail concentrique, excentrique. Il faut le rassurer quant à l'innocuité à travailler des amplitudes, fussent-elles un petit peu douloureuses. Une question qui peut se poser est celle de l'intérêt de récupérer toutes les amplitudes, et en particulier la RE2, qui est une position potentiellement luxante. Alors, en gros, il semble intéressant de récupérer toutes les amplitudes pour permettre à l'épaule de bien vieillir, mais si on récupère pas tout à fait entièrement la RE2, cela semble acceptable. Exception faite chez le sportif ayant besoin de cette amplitude, lanceur, volleyeur, tennis, et qui en aura besoin pour revenir à son meilleur niveau. Ici, par exemple, un exercice pour gagner
En fin d'élévation, voilà. Je lève le bras en même temps que j'ai la résistance qui m'amène le bras en élévation. Concernant les appréhensions persistantes, retenons que l'appréhension n'est pas obligatoirement en lien avec un défaut des structures anatomiques. Il faudra tenir compte de paramètres comportementaux, du vécu du patient et faire preuve de psychologie. Travailler le membre supérieur opposé, dans des amplitudes d'instabilité de manière précoce, semble avoir un intérêt. Il faudra également veiller à rééduquer le membre opéré dans ses positions d'appréhension, quand c'est le moment et de manière progressive. On pourra faire du simple travail passif, proprioceptif, rajouter des éléments extéroceptifs, des cibles, des objectifs à atteindre, et progressivement aller chercher dans les fins d'amplitude et rajouter de la vitesse, de la charge. En règle générale, plus le patient a eu d'épisodes luxants et plus il a tardé à se faire opérer, plus il risque de présenter des appréhensions secondaires. Le risque de nouvelles luxations ou d'instabilité. Pour ma part, je pense qu'après qu'on ait suivi notre patient, qu'on l'ait rééduqué, qu'on l'ait poussé dans ses retranchements, il n'y a pas grand-chose de plus qu'on puisse faire, si ce n'est capable de lui mettre un feu rouge pour le retour au sport, si tous les critères ne sont pas réunis. Il faudra en discuter avec lui et avec l'équipe médicale. Je vous ai remis ici différentes bibliographies qui m'ont servi à faire ce topo. Pour conclure cette présentation, je pense qu'il ne faut pas oublier que la rééducation est un travail d'équipe entre le patient, les médecins, l'entraîneur et le kiné. Il ne faut pas hésiter à contacter les médecins en cas de question, que ce soit en amont de la chirurgie ou après, et à les tenir informés de la rééducation lors des visites de contrôle. Nous sommes des professionnels de santé, et nous devons nous souvenir que nous sommes les uniques spécialistes de notre domaine, et que partager nos remarques ou questionnements avec les médecins peut être que positif et constructif. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie les organisateurs pour cette journée, et je remercie le Dr Anthony pour son invitation.